Ma femme a posé des papiers de divorce devant moi avec un sourire narquois. J'ai signé sans hésiter en lui disant « Enfin ». À voir son expression, elle ne s'y attendait absolument pas. Quelques semaines plus tard, elle était à ma porte, sans nulle part où aller, demandant de l'aide à l'homme qu'elle pensait avoir déjà vaincu. Je m'appelle Patrick Dreher. J'ai 45 ans et j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à construire des choses. Littéralement. Je suis chef de chantier principal. Le type qui arrive avant le lever du soleil, lit les plans, crie sur l'équipe du béton quand il se trompe d'un pouce, et ne quitte pas le site tant que tout n'est pas vérifié. J'ai géré des projets valant des dizaines de millions de dollars. Je sais repérer un problème dans les fondations avant tout le monde. Ce qui est drôle, c'est que j'ai complètement raté les fissures dans mon propre foyer. Lynette et moi nous sommes rencontrés quand j'avais 24 ans. Elle en avait 23, travaillait à l'accueil d'un cabinet dentaire, et elle avait ce rire qu'on pouvait entendre de l'autre côté d'un parking. Je suis vite tombé sous le charme. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, et je pensais avoir tout compris. Nous étions heureux, vraiment heureux pendant des années. Je travaillais dur. Elle s'occupait de la maison. Et quand notre fils Brody est arrivé, j'ai senti que j'avais construit quelque chose de réel, quelque chose qui comptait. Brody a 18 ans maintenant. Il a terminé le lycée au printemps dernier et est parti pour l'université d'État en août pour étudier le génie civil. Suivant les pas de son père, ce qui, je ne vais pas mentir, m'a rendu assez fier pour verser une petite larme lors de sa journée d'orientation. Ce gamin est solide. Il l'a toujours été. Puis est arrivé Jake. Lynette est tombée enceinte quand Brody avait 15 ans. Et je mentirais si je disais que ce n'était pas une surprise. Nous ne l'avions pas vraiment prévu, mais je m'adapte, comme je le fais avec tout. On s'adapte, on ajuste, et on fait en sorte que ça marche. Jake est arrivé il y a 2 ans et demi, et j'ai tenu ce garçon dans la salle d'accouchement et je l'ai aimé. Je l'ai aimé comme on aime quelque chose de complètement vulnérable qui a besoin de vous. Mais quelque chose m'a tracassé dès le début, quelque chose que je n'arrêtais pas de refouler. Jake ne me ressemble pas. Pas de manière évidente. Pas de manière à déclencher des alarmes. Mais je suis un gars qui remarque les détails. C'est littéralement mon travail. Et à partir du moment où Jake a eu environ 1 an, il y avait cette inquiétude sourde que je ne pouvais pas chasser. Je me disais que j'étais paranoïaque. Lynette avait été différente pendant cette grossesse, plus distante, plus sur la réserve, mais j'ai mis ça sur le compte du stress. Elle avait 40 ans après tout. Une grossesse surprise à 40 ans n'est pas exactement une promenade de santé. Pendant ce temps, je continuais à travailler. De longues heures, de longues semaines. Je supervisais un énorme développement commercial à Ridgefield, à environ 40 minutes de notre maison à Clarksville, Tennessee. Les journées de 12 heures étaient la norme, parfois 16. Je rentrais à la maison, mangeais ce qui restait sur la cuisinière, et je m'effondrais dans mon lit. Lynette disait qu'elle comprenait. Elle disait les bonnes choses, mais elle a arrêté de me demander comment s'était passée ma journée, et son téléphone a commencé à l'accompagner partout, aux toilettes, dans la chambre, face contre table sur le comptoir de la cuisine. Elle a commencé à sortir plus souvent. Des soirées entre filles, comme elle les appelait. Un cours de fitness le jeudi. Une nouvelle amie nommée Amanda que je n'ai jamais rencontrée. J'ai tout remarqué. Je ne voulais juste pas croire ce que je remarquais. Le moment qui a mis fin à mon déni fut un mardi de septembre. J'étais au bilan pédiatrique des 18 mois de Jake. Lynette m'avait demandé de l'y emmener parce qu'elle avait un truc de travail. Le pédiatre, le docteur Callaway, passait en revue les analyses de sang de Jake et a mentionné son groupe sanguin en passant. Groupe AB. Je suis du groupe O, Lynette est du groupe A. Je suis resté assis pendant que le docteur Callaway continuait de parler et je n'ai rien entendu de tout ce qu'il disait. Car je connaissais suffisamment de biologie de base pour comprendre ce que signifiait le groupe AB quand les 2 parents étaient respectivement O et A. Je suis rentré à la maison avec Jake sur le siège arrière, sa petite main enroulée autour d'un camion jouet, complètement inconscient. Je l'ai mis à la sieste, puis je me suis assis seul à la table de la cuisine et j'ai fixé le mur pendant un long moment. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. J'ai simplement pris une décision. J'allais découvrir exactement ce qui se passait et j'allais être prêt pour tout ce que je trouverais. J'ai commandé le kit de test ADN en ligne le soir même. Laboratoire privé, emballage discret, résultat en 7 à 10 jours ouvrables.
J'ai utilisé mon adresse email professionnelle et l'ai fait expédier au bureau du chantier à Ridgefield. Personne ne se pose de questions sur les colis sur un chantier de construction. La moitié du temps, il y a 3 ou 4 livraisons par jour. Personne n'allait le remarquer. Pendant que j'attendais, j'ai fait ce que je fais toujours lorsque je suis confronté à un problème que je ne peux pas résoudre immédiatement, j'ai travaillé. Je me présentais à 6 heures chaque matin, je parcourais le site, je vérifiais la charpente de l'aile, je signais les inspections. J'ai gardé un visage neutre et une voix stable. Mon équipe de 32 hommes n'avait aucune idée que leur superviseur s'effondrait silencieusement de l'intérieur. Mais je n'attendais pas seulement. Je cherchais. J'ai commencé à consulter nos relevés de compte bancaires joints en ligne, chose que je n'avais pas faite avec soin depuis des mois, peut-être plus longtemps. Je n'en suis pas fier. J'étais devenu négligent avec les finances, faisant confiance à Lynette pour gérer les comptes du ménage pendant que je me concentrais sur mon travail. Grosse erreur. Ce que j'ai trouvé m'a retourné l'estomac. Au cours des 14 derniers mois, il y avait eu une série de retraits d'espèces. Toujours entre 3 cents et 7 cents dollars. Toujours les jours où Lynette me disait qu'elle faisait des courses ou rencontrait une amie. 17 retraits au total. Je les ai additionnés 2 fois. 8400 dollars. Envolés. Aucun achat correspondant sur aucun de nos comptes. Pas de reçu. Pas d'explication. Je suis resté longtemps avec ce chiffre en tête. Puis j'ai creusé davantage. J'ai sorti les relevés de cartes de crédit et j'ai trouvé 2 débits dans un hôtel de Nashville, un Marriott du centre-ville, tous 2 en semaine, à environ 8 mois d'intervalle. Le premier, j'avais travaillé lors d'une inspection de nuit à Ridgefield. Le second, Lynette m'avait dit qu'elle restait chez sa sœur à Murfreesboro parce que sa sœur était malade. Je me souviens de ce week-end. Je lui avais demandé comment allait Karen. Elle avait répondu, mieux, merci de demander. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé me coucher. Je n'ai pas dormi. Le kit ADN est arrivé sur le site 9 jours après que je l'ai commandé. J'ai prélevé les échantillons de Jake pendant son bain ce vendredi soir-là. Lynette était à ce qu'elle appelait son « club de lecture », ce qui, je le comprenais maintenant, signifiait tout autre chose. J'ai crié et m'éclaboussé pendant que je lui frottais la joue avec le coton-tige. Complètement heureux, complètement inconscient. J'ai renvoyé les échantillons le lendemain matin en utilisant l'enveloppe prépayée. 6 jours plus tard, les résultats sont arrivés dans ma boîte email à 7h14 du matin. J'étais déjà sur le site. J'ai lu l'objet du message, vos résultats de test ADN sont prêts. Et je suis resté assis dans mon camion sur le parking pendant 3 bonnes minutes avant de l'ouvrir. N'est pas le père biologique. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai mis mon téléphone dans ma poche, je suis sorti du camion et je suis entré sur le site. J'ai mené toute la réunion de sécurité de ce jour-là sans un seul mot de travers. Personne ne savait. C'est ça, le truc quand on est le responsable. On apprend à porter un poids là où ça ne se voit pas. Ce soir-là, j'ai appelé mon père. Frank Greer a 72 ans et vit à 40 minutes de Clarksville dans une maison qu'il a construite lui-même en 1981. Il a passé 30 ans comme tuyauteur avant que ses genoux ne le lâchent, et c'est la personne la moins théâtrale que j'ai jamais connue. Quand je suis allé le voir, que je me suis assis à sa table de cuisine et que je lui ai tout raconté le groupe sanguin, le test, les factures d'hôtel, l'argent liquide, il n'a pas bronché. Il nous a versé à tous les 2 une tasse de café, a reposé la cafetière sur le feu et est resté silencieux un moment. Puis il a dit, « Depuis combien de temps sais-tu que quelque chose n'allait pas ?» J'y ai réfléchi honnêtement. Probablement 2 ans, ai-je admis. Il a hoché la tête lentement, comme si cela confirmait quelque chose qu'il soupçonnait déjà. Tu as toujours laissé les choses traîner trop longtemps avant de les réparer, a-t-il dit. Tu te souviens de ce problème de poutre sur le chantier Henderson? Tu l'as vu en mars et tu n'as pas abattu le mur avant juin. C'était tout mon père. Pas de cris, pas de drame, juste droit au but. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-il demandé. Je vais être malin, lui ai-je dit. Je ne vais pas exploser. Je vais d'abord parler à un avocat. Il m'a fait un seul signe de tête, celui qui signifie « bien ». Puis il a dit « Ne lui fais pas savoir que tu sais. » Pas encore. Les gens font des erreurs quand ils pensent avoir encore une longueur d'avance. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec les paroles de mon père posées dans ma poitrine comme un lest, stable, rassurant.
Le lendemain matin, j'ai appelé Diana Rohr. Un de mes collègues du cabinet l'avait engagée 2 ans plus tôt lors d'un litige immobilier. Il avait dit qu'elle était, tranchante comme une lame et 2 fois plus calme. Son bureau était au centre-ville de Nashville, et elle a accepté de me voir ce jeudi-là. Quand je me suis assis en face de son bureau et que j'ai tout déballé les résultats du test, les relevés bancaires, les factures d'hôtel où elle n'a pas eu l'air surprise. Elle a simplement écouté, pris des notes sur un bloc-notes jaune. Et quand j'ai fini, elle a levé les yeux et a dit « Vous avez bien fait de venir ici avant de lui dire un mot. »« Quelle est ma position ?» ai-je demandé. « Solide » a-t-elle dit. Beaucoup plus solide qu'elle ne l'imagine. Elle s'est adossée à son fauteuil. « Voici ce que je veux que vous fassiez. Continuez à agir normalement. Laissez-la croire qu'elle mène la danse. Pendant qu'elle pense dresser la table, nous allons tranquillement en retirer toutes les pièces. » Je suis sorti du bureau de Diana cet après-midi-là, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines, le contrôle. Le jeudi après ma rencontre avec Diana, j'étais sur le site en train d'examiner les documents de livraison d'acier quand mon téléphone a sonné. Le nom de Brody s'est allumé sur l'écran. Il appelait habituellement le dimanche soir. C'était notre routine depuis qu'il était parti à l'université. Un appel un jeudi après-midi en octobre signifiait que quelque chose n'allait pas. Je me suis éloigné de l'équipe et j'ai répondu. « Salut, papa. » Sa voix était plate, pas sa voix habituelle. « Brody, qu'est-ce qui se passe ?» Il y a eu une pause, le genre qui vous dit que quelqu'un essaie de trouver comment dire quelque chose qu'il porte en lui depuis un moment. Puis il a dit, « Je suis rentré à la maison le week-end dernier. Visite surprise. Je n'ai pas dit à maman que je venais. » J'ai gardé une voix parfaitement égale. « D'accord. » Elle n'était pas à la maison. Je suis entré avec ma clé et j'allais attendre, mais je me suis ennuyé et j'ai pris son iPad sur le comptoir pour regarder quelque chose. Une autre pause. Papa. Elle n'était pas déconnectée de ses messages. Je me suis éloigné davantage de l'équipe, vers la clôture au bord du site. Que as-tu vu? Assez. Sa voix était tendue. Il y a un type nommé Matt. On aurait dit que ça durait depuis un moment. Je n'ai pas tout lu. Je l'ai reposé assez vite, mais ce que j'ai vu était suffisant. Il s'est arrêté. Papa, je suis désolé. Je ne savais pas si je devais t'appeler ou. Tu as fait exactement ce qu'il fallait, ai-je dit. Tu m'as appelé. C'est ce que tu aurais dû faire. Est-ce que ça va? J'ai regardé le chantier, la charpente d'acier se dressant contre le ciel gris du Tennessee, l'équipe se déplaçant efficacement en dessous, tout ce qui était ordonné, mesurable et sous contrôle. Ça va, lui ai-je dit. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Ne dis rien à ta mère. Ne change pas ta façon de lui parler ni la fréquence de tes appels. Peux-tu faire ça? Ouais, dit-il doucement. Je peux faire ça. Et Brody, rien de tout ça ne change quoi que ce soit entre toi et moi. Pas une seule chose. Il est resté silencieux un moment, puis il a dit, « Je sais, papa. » Sa voix avait quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Plus la voix d'un garçon. Quelque chose de plus stable que ça. J'ai raccroché, je suis resté près de cette clôture pendant 60 secondes, puis je suis retourné vers mon équipe et j'ai passé le reste de l'après-midi à vérifier des calculs de charge comme si de rien n'était. Ce soir-là, j'ai appelé Diana et lui ai parlé de l'appel de Brody. Elle a dit que c'était une confirmation utile, mais m'a conseillé de garder Brody en dehors de toute procédure judiciaire si possible. Il a 18 ans, a-t-elle dit. Laissez-le être le fils, pas le témoin. J'étais d'accord. Puis Diana m'a dit quelque chose que je n'attendais pas. En consultant les archives publiques dans le cadre de ses recherches préliminaires, son assistante juridique avait trouvé quelque chose d'intéressant sur Matt. Nom complet, Matthew Allen Kowalski, 41 ans, résidant actuellement au 4412 Bearwood Drive à Andersonville, qui était l'adresse de sa mère. Il n'avait aucune propriété à son nom, un véhicule en leasing et des dettes de cartes de crédit totalisant plus de 60 000 $, d'après 2 jugements rendus contre lui dans le comté de Davison au cours des 3 dernières années. Je suis resté assis avec ça un moment. Alors, elle prévoit de quitter une maison payée et un revenu stable, ai-je dit, pour un type qui vit chez sa mère et doit 60 000 $. La voix de Diana était sèche. Ça arrive plus souvent que vous ne le pensez.
Elle a également signalé quelque chose qui m'a frappé plus durement que les informations sur Matt. Son assistante juridique avait sorti un rapport du détective privé que je l'avais autorisé à engager la semaine précédente. Le détective avait fait des vérifications d'antécédents et croisé certains dossiers financiers. La conclusion, l'homme le plus susceptible d'être le père biologique de Jake n'était pas Matt Kowalski. Il y avait une troisième personne, un homme nommé Roger Delroy, 44 ans, marié, père de 3 enfants, travaillant comme estimateur de projets senior dans une entreprise de construction concurrente à Nashville. Lui et Lynette s'étaient apparemment croisés lors d'un événement de réseautage de l'industrie il y a environ 3 ans. J'ai dû lire ce paragraphe du rapport 2 fois. Matt n'était même pas le bon. Lynette ne m'avait pas seulement trahi une fois. Elle menait 2 situations distinctes pendant que je travaillais 12 heures par jour pour payer l'hypothèque. Je suis allé chez mon père ce soir-là sans appeler à l'avance. Frank était sur sa terrasse arrière avec une tasse de café, regardant la lisière des arbres s'assombrir. Je me suis assis en face de lui et je lui ai parlé de Delroy. Il est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?»« Je vais l'utiliser, » ai-je dit. « Légalement, par l'intermédiaire de Diana. » Il a hoché lentement la tête. « Bien. Fais les choses proprement. On gagne proprement ou on ne gagne pas. » Je suis rentré chez moi et je me suis endormi à 21h30. Le meilleur sommeil que j'avais eu depuis des semaines. 3 semaines après ma rencontre avec Diana, j'étais prêt. Les papiers étaient solides. Le contrat de mariage que nous avions signé avant notre mariage, celui dont Lynette s'était plainte à l'époque, mais qu'elle avait quand même signé ou était parfaitement en règle. Diana l'avait vérifié 3 fois. L'acte de propriété de la maison sur Sycamore Ridge Road était uniquement à mon nom, un fait que Lynette avait probablement oublié car c'était le cas depuis 4 ans suite à un refinancement que j'avais géré pendant qu'elle rendait visite à sa sœur en Floride. Les comptes joints avaient été stratégiquement ajustés. La documentation sur les retraits d'espèces non autorisés et les factures d'hôtel avaient été organisées et classées. J'étais prêt. Elle ne le savait juste pas. C'était un samedi matin. J'étais au comptoir de la cuisine, buvant un café, quand Lynette est descendue en robe de chambre, se déplaçant avec une sorte d'énergie délibérée qui signifiait qu'elle avait répété quelque chose. Elle s'est assise à la table de la cuisine, a placé un dossier manie devant elle et m'a regardé avec une expression qu'elle avait clairement pratiquée, ferme, triste, composée. Je reconnaissais une performance quand j'en voyais une. Elle a fait glisser le dossier sur la table vers moi. À l'intérieur se trouvait une liasse de papier de divorce déjà remplie avec ces informations en haut. « Patrick, dit-elle, je pense qu'il est temps que nous soyons honnêtes l'un avec l'autre. Je pense que nous savons tous les deux que ça ne marche plus depuis longtemps. » Elle a joint ses mains. J'ai parlé à un avocat. Je pense que c'est la bonne chose à faire pour nous deux. J'ai pris le dossier. Je l'ai ouvert. J'ai regardé les papiers à l'intérieur. Et puis j'ai fait quelque chose pour lequel elle ne s'était manifestement pas préparée. J'ai souri. Pas un sourire poli, pas un sourire nerveux, un sourire lent, sincère et profondément soulagé. Le genre de sourire qui vient d'un homme qui attendait exactement ce moment et qui est heureux qu'il soit enfin arrivé. Enfin, ai-je dit. Le sang-froid de Lynette a légèrement vacillé. Une lueur derrière ses yeux, une hésitation à peine visible. Quoi? J'ai attrapé un stylo sur le comptoir derrière moi, l'ai ouvert et j'ai signé mon nom au bas de la première page sans lire un mot de plus. Puis j'ai posé le stylo et j'ai fait glisser le dossier sur la table vers elle. L'expression sur son visage m'a tout dit. Elle s'attendait à de la résistance, du chagrin ou de la colère, tout sauf la satisfaction calme d'un homme qui avait déjà fait ses devoirs. Elle était entrée dans cette cuisine en pensant qu'elle était celle qui me surprenait. Au lieu de cela, elle regardait quelqu'un qui n'avait pas été surpris depuis des semaines. « C'est tout », a-t-elle réussi à dire. « C'est tout », ai-je dit, et j'ai bu une gorgée de mon café. Elle s'est redressée, essayant de se reprendre. Je pense que le plus logique serait que je reste dans la maison pendant que tout se finalise. J'ai posé ma tasse. Ça ne va pas marcher. Ses yeux se sont plissés. Pardon? La maison, Lynette, elle est à mon nom. Uniquement à mon nom, depuis le refinancement de 2020. J'ai gardé un ton parfaitement neutre. Tu peux vérifier l'acte de propriété si tu veux. Le bureau de Diana Rohr en a une copie. La couleur de son visage a changé. Ce n'est pas. Et avant que tu ne parles de la séparation des biens,
Ai-je continué en me penchant légèrement en avant, j'aimerais que tu regardes quelque chose. J'ai sorti un document plié de ma poche arrière, le contrat de mariage, et je l'ai posé à plat sur la table entre nous. Tu as signé ça. Nous l'avons tous les deux signé. Ce qui est à moi reste à moi. Les tribunaux seront d'accord. Elle a fixé le document. Ses mains, qui avaient été si soigneusement jointes quelques instants auparavant, étaient maintenant pressées à plat contre la table. Tu ne peux pas simplement. Je ne suis pas simplement quoi que ce soit, ai-je dit doucement. Je suis le gars qui a construit cette vie. Je suis le gars qui a payé cette hypothèque pendant 17 ans, et je suis le gars qui attend patiemment que tu fasses ton prochain coup. Je me suis levé et j'ai pris ma tasse de café. Tu l'as fait. Maintenant, on avance. Je suis sorti de la cuisine et je l'ai laissée assise là, avec ses papiers de divorce soigneusement préparés et absolument aucun plan B. Diana m'a appelé un mercredi matin alors que j'effectuais une visite de contrôle sur la charpente de l'aile. Je me suis mis sur le côté et elle est allée droit au but, comme toujours. Pas de préambule, pas d'adoucissement. Le détective privé avait terminé son rapport complet sur Matt Kowalski. Je connaissais déjà les grandes lignes, vivait chez sa mère à Andersonville, une dette de plus de 60 000 $, pas de propriété. Mais le tableau complet était tout autre. Matt avait 41 ans et n'avait jamais occupé un emploi plus de 2 ans et demi. Il avait travaillé dans la vente, puis dans les assurances, puis brièvement comme directeur de salle de sport avant que celle-ci ne fasse faillite. Il se présentait actuellement sur les réseaux sociaux comme consultant en affaires, ce qui, selon le détective, semblait signifier qu'il n'avait aucun emploi officiel. Les deux jugements contre lui dans le comté de Davison provenaient d'une société de cartes de crédit et d'un ancien propriétaire. Celui du propriétaire était particulièrement révélateur. Il avait été expulsé d'un appartement à Antioch il y a 3 ans pour non-paiement, ce qui correspondait à peu près au moment où il était apparemment retourné vivre chez sa mère sur Bearwood Drive. Sa voiture était une Audi en leasing. Bien sûr que c'en était une. Diana a également confirmé ce que son assistante juridique avait signalé plus tôt à propos de Roger Delroy, l'homme que son enquêteur croyait être le véritable père biologique de Jake. Delroy était estimateur de projets seniors chez Taney et Reed Construction à Nashville. Marié depuis 14 ans, 3 enfants, actif dans sa communauté ecclésiale, entraîneur de l'équipe de baseball de son fils. À première vue, une vie tout à fait respectable. J'ai réfléchi à ça un instant. Un homme avec 3 enfants à lui, entraînant une équipe de jeunes, pendant que ma femme portait un enfant dans ma maison. Que dois-je faire avec Delroy, ai-je demandé à Diana. Pour l'instant, rien, a-t-elle dit. Son lien biologique avec Jake est pertinent pour le litige de paternité, mais nous n'avons pas besoin de le confronter directement pour l'utiliser légalement. Les résultats ADN le nomment. C'est suffisant. Et le litige de paternité lui-même? Nous le contestons formellement dans le cadre de la procédure de divorce. La loi du Tennessee le permet. Étant donné que vous avez les résultats ADN, la documentation sur le groupe sanguin et le calendrier établi par l'enquêteur, le tribunal statuera presque certainement en votre faveur. Elle a fait une pause. Je veux être honnête avec vous, Patrick. Il y a une chance que le juge vous considère toujours comme un parent de facto, étant donné le temps que vous avez passé avec Jake, mais l'obligation financière, la paternité légale, c'est ce que nous contestons, et je crois que nous gagnerons. Je me suis appuyé contre la clôture du site et j'ai regardé la charpente d'acier du bâtiment que je supervisais depuis 7 mois. Chaque poutre de cette structure était là où elle était parce que quelqu'un l'avait mesurée, vérifiée et validée avant de s'y engager. Déposez-le, ai-je dit. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que j'avais remis à plus tard. Je me suis assis à ma table de cuisine pendant que Lynette était à l'une de ses sorties nocturnes de plus en plus fréquentes, et j'ai appelé Brody. Il a répondu à la 2e sonnerie. Papa. Salut, mon grand. Tu as quelques minutes. Oui, bien sûr. Je lui ai dit, avec précaution et seulement ce qu'il avait besoin de savoir, que j'avais reçu les résultats ADN et que Jake n'était pas biologiquement le mien. Je lui ai dit que je gérais ça par l'intermédiaire de Diana, que le divorce avançait, et qu'il n'y avait rien à craindre de mon côté. Il y a eu un long silence. Puis Brody a dit, « Papa, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Tu n'as rien à te reprocher, lui ai-je dit. Je sais. C'est juste que... » Il s'est arrêté. Comment tu tiens le coup, pour de vrai? Pour de vrai?
J'y ai réfléchi honnêtement. Je suis stable. Je ne vais pas prétendre que ça ne fait pas mal, parce que c'est le cas. Mais je ne suis pas perdu. Je sais ce que je fais. Il est resté silencieux un autre instant. Bien, a-t-il dit. C'est ce que j'avais besoin d'entendre. Après avoir raccroché, je suis resté assis à cette table un moment. Sans sombrer, sans tout rejouer, juste assis. Il y a un genre de chagrin qui ne s'annonce pas bruyamment. Il s'installe simplement dans votre poitrine comme un poids. Je l'ai laissé s'installer. Puis je me suis levé, j'ai préparé le dîner et je suis allé me coucher. 3 jours plus tard, Diana a déposé simultanément la contestation de paternité et la documentation sur les actifs. L'avocat de Lynette a reçu les documents un vendredi après-midi. J'étais sur un chantier à Ridgefield quand Diana m'a envoyé un texto, déposé. L'autre partie c'est maintenant ce que vous avez. J'ai lu le message, j'ai mis mon téléphone dans ma poche et je suis retourné au travail. Le lundi après que Diana a déposé la plainte, Lynette est rentrée à la maison à 19h et a trouvé tous les articles qui lui appartenaient exclusivement, ses vêtements, ses effets personnels. Sa collection de bougies décoratives qu'elle insistait pour garder dans chaque pièce de la maison emballées dans des boîtes et empilées proprement le long du mur près de la porte d'entrée. J'étais assis sur le canapé en train de lire quand elle est entrée. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte et a fixé les boîtes. Puis elle m'a fixé. « Que as-tu fait ?» Sa voix était soigneusement contrôlée, mais tendue en dessous. « Je prends de l'avance, ai-je dit en posant mon livre. Tu as demandé le divorce. Inutile de faire traîner la logistique. Je vis toujours ici, Patrick. Pour l'instant, ai-je dit, mais je veux être transparent avec toi. La maison est à moi. Le contrat de location ne porte que mon nom depuis le renouvellement de 2018. Et le bureau de Diana a déjà confirmé que ton statut juridique de co-résidente a pris fin au moment où tu as déposé la demande. J'ai gardé un ton parfaitement neutre. Tu as 2 semaines pour prendre tes dispositions. C'est plus que juste. Son sang-froid a tenu encore quelques secondes. Puis il a cédé. Tu trouves ça juste, dit-elle, la voix s'élevant. J'ai un enfant de 2 ans, Patrick. Tu ne peux pas simplement emballer mes affaires et me donner un délai comme si j'étais une locataire. Tu as un enfant de 2 ans, ai-je convenu. Et je travaille avec Diana pour garantir que des arrangements appropriés soient pris pour les soins et le logement de Jake. Le processus sera géré par le tribunal, pas par ce que tu espérais régler à l'amiable. Je me suis levé. Ce que je ne vais pas faire, c'est te laisser rester dans cette maison sans payer de loyer pendant que ton avocat essaie de réclamer la moitié de tout ce que j'ai construit. Elle s'est approchée, les yeux durs. Tu ne peux pas m'empêcher de voir Jake. Je me battrai là-dessus. Batte-toi autant que tu veux, ai-je dit. Mais pendant que tu fais ça, garde à l'esprit que Diana a les relevés bancaires, les factures d'hôtel, le rapport de l'enquêteur. J'ai soutenu son regard. Tout. Ça a fait mouche. J'ai vu l'impact. Elle a légèrement déplacé son poids, un petit mouvement, mais j'avais appris à la lire. C'était Lynette qui se recalibrait. Quelle facture d'hôtel? Le Marriott du centre-ville, ai-je dit. 2 fois. Une fois quand je travaillais de nuit, et une fois quand tu m'as dit que tu étais chez Karen à Murfreesboro. J'ai légèrement incliné la tête. Comment va Karen, au fait? Le silence qui a suivi était la chose la plus forte dans la pièce. Je sais aussi pour l'argent, ai-je continué. 8 400 $ en retrait d'espèces sur 14 mois. Diana a documenté chaque transaction. J'ai repris mon livre. Je sais depuis un moment, Lynette. J'attendais juste le bon moment pour abattre mes cartes. Elle est restée au milieu du salon sans parler pendant un long moment. Puis elle a dit doucement, « Et Jake ?» Et voilà, la vraie question. Pas l'argent, pas la maison. Jake. J'ai reposé le livre et je l'ai regardé droit dans les yeux. J'aime ce garçon, ai-je dit, et chaque mot était sincère. Je l'aime depuis le jour de sa naissance. Rien dans ces documents ne change cela dans mon cœur. J'ai gardé une voix stable. Mais je ne serai pas légalement désigné comme le père biologique d'un enfant qui n'est pas le mien, et je ne paierai pas de pension alimentaire sur cette base. La vérité va éclater dans cette salle d'audience, Lynette. C'est déjà dans le dossier. Elle a fermé les yeux un instant.
Tu devrais partir, ai-je dit. Pas ce soir. Je ne te demande pas de partir ce soir, mais tu dois commencer à faire des plans, car dans 2 semaines, les serrures changent. J'ai repris mon livre. Elle est restée là 1 minute de plus. Puis j'ai entendu ses pas dans les escaliers. Je ne l'ai pas suivi. Je suis resté assis là et j'ai pensé à Jack, endormi dans sa chambre. Ce petit visage, ses mains potelées, la façon dont il avait ri pendant son bain pendant que je prélevais l'échantillon d'ADN. Et j'ai ressenti quelque chose de compliqué, de lourd et de complètement honnête. Je n'allais pas le fuir. Je n'allais pas faire semblant, mais je n'allais pas non plus porter un mensonge pour toujours. Diana m'avait conseillé de laisser le processus légal s'occuper de Roger Delroy. Elle avait raison. D'un point de vue professionnel, les résultats ADN le nommaient. Le tribunal réglerait la question de la paternité sans que j'aie jamais à dire un mot à cet homme directement. J'ai laissé passer 2 semaines après le dépôt. J'ai laissé le bureau de l'avocat de Lynette, Garrett, envoyer 3 lettres de plus en plus agitées à Diana. J'ai laissé Lynette se déplacer dans la maison avec l'énergie tendue de quelqu'un qui recalculait furieusement tout ce qu'elle pensait savoir sur sa position. Et puis, un mardi soir, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé Roger Delroy. Pas par colère, pas pour le menacer ou détruire sa vie ou faire une scène. Je l'ai appelé parce que j'avais besoin de lui dire une chose directement, d'homme à homme, et ensuite j'avais besoin d'en avoir fini avec ça. Il a répondu à la 4e sonnerie. Sa voix était prudente. Il avait probablement vu un numéro inconnu et avait failli ne pas décrocher. Roger Delroy, ai-je dit. Je m'appelle Patrick Dreher. Je pense que vous savez pourquoi j'appelle. Une longue pause. Puis, très doucement, oui. Je ne vais pas compliquer les choses, ai-je dit. J'ai les résultats ADN. Mon avocate les a. Le tribunal les aura. Je n'appelle pas pour vous menacer ou négocier avec vous. J'ai gardé une voix égale et stable. La même voix que j'utilise quand je dis à un sous-traitant quelque chose qui n'est pas négociable. J'appelle pour vous dire qu'il y a un garçon de 2 ans et demi qui va avoir besoin d'un père. Je ne serai pas ce père légalement. Cela signifie que la responsabilité va vous incomber. Je vous suggère de commencer à réfléchir à ce que cela implique. Un autre silence. Puis il a dit, je ne savais pas, ce que vous ne saviez pas ne m'intéresse pas, ai-je dit. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous ferez à l'avenir. Ce garçon n'a rien demandé de tout ça. J'ai raccroché. Je suis resté assis à la table de la cuisine 1 minute. Ni triomphant, ni soulagé, juste fini avec cette partie-là. La chose suivante à gérer était Matt. Diana avait déjà signalé les $8 400 de retrait d'espèces comme preuve de dissipation des biens matrimoniaux. C'était le terme juridique, et il était solide dans les procédures de divorce du Tennessee. Mais 2 jours après le dépôt, son assistante juridique a découvert quelque chose de plus qui a changé la donne de manière significative. En examinant les relevés de carte de crédit, il y avait 3 débits sur un compte que Lynette avait ouvert à son nom de jeune fille, un compte dont je ne connaissais pas l'existence. Solde total transféré au cours des 8 derniers mois, $23 000. Les débits coïncidaient avec des dates où Matt avait prétendument eu besoin d'aide pour des factures, un paiement de voiture, et ce qui semblait être un transfert d'argent vers un compte Venmo enregistré au nom de Matthew A. Kowalski. J'ai appelé Diana dès qu'elle m'a transmis la documentation. Cela change considérablement la situation des actifs, a-t-elle dit. $23 000 d'un compte de la période maritale transféré à un tiers ne plairont pas à un juge. Combiné avec les $8 000 de retrait d'espèces, nous parlons de plus de $30 000 de dissipation documentée. Comment cela affecte-t-il la procédure? Cela signifie que le tribunal considérera probablement toute demande financière de sa part avec un scepticisme considérable, a déclaré Diana. Son avocat le sait maintenant. C'est pourquoi vous recevez 3 lettres par semaine. 2 jours après cette conversation, quelque chose que je n'avais pas prévu s'est produit. Matt a disparu. Pas littéralement. Il ne s'est pas volatilisé. Mais Lynette est descendue un jeudi matin avec l'air de ne pas avoir dormi. Elle s'est assise à la table de la cuisine, son café refroidissant devant elle, et n'a rien dit pendant 20 minutes. Je suis passé, je me suis versé mon propre café et j'ai demandé nonchalamment si tout allait bien. Elle a levé les yeux vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Pas de colère, pas de calcul, juste le regard brut et exposé de quelqu'un à qui on vient de retirer le tapis sous les pieds.
Matt n'est pas nous ne sommes pas. Elle s'est arrêtée, a recommencé. Il a changé de numéro. Je n'ai rien dit. Il a juste. Il a arrêté de répondre à mes appels et puis son numéro a été déconnecté et je. Elle a pincé les lèvres. J'ai pris ma tasse de café. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit. Et je le pensais. De la manière détachée dont on pense à quelque chose qui a toujours été inévitable. Puis je suis sorti de la cuisine et je l'ai laissée assise là. Ce soir-là, j'ai appelé Brody. Il a répondu immédiatement. Je lui ai parlé des 23 000 $, de la disparition de Matt, de la situation avec Diana. Je suis resté factuel et calme. Quand j'ai fini, Brody est resté silencieux un moment. Puis il a dit, elle m'a envoyé une lettre, papa. Ta mère? Ouais, la semaine dernière. 3 pages. Elle expliquait tout, ou essayait. Disait qu'elle était confuse. Disait qu'elle avait fait des erreurs. Disait qu'elle espérait que je comprendrais un jour. Il a fait une pause. Je n'ai pas répondu. C'est à toi de décider, lui ai-je dit. Entièrement. Je sais, a-t-il dit. C'est juste que. Je ne suis pas prêt. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Une autre pause. J'ai apporté la lettre chez toi. Je l'ai laissée dans ta boîte aux lettres. Je pensais que tu devrais la lire. Je suis allé à la boîte aux lettres après avoir raccroché. L'enveloppe était là, scellée. Le nom de Brody et l'écriture de Lynette sur le devant. Il l'avait glissée sans l'ouvrir, un retour à l'envoyeur à sa manière. Je l'ai apportée à l'intérieur, je l'ai posée sur le comptoir et je l'ai regardée un long moment. Puis je l'ai mise dans le tiroir de la cuisine et je l'y ai laissée. Non pas parce que j'avais peur de ce qu'il y avait dedans, mais parce que certaines choses n'ont pas besoin d'être lues pour être comprises. J'ai qu'à eu 3 ans un jeudi de novembre. Je savais que la date approchait. J'en étais conscient de la même manière qu'on est conscient d'un système orageux qui approche. On le suit à l'horizon. On fait ses préparatifs et on décide à l'avance comment on va le gérer quand il arrivera. Lynette avait déménagé 11 jours plus tôt. Elle louait un appartement d'une chambre à East Nashville. Temporaire, avait dit son avocat à Diana, le temps qu'elle trouve ses prochaines étapes. Elle avait pris ses boîtes, sa voiture et les arrangements qu'elle avait bricolés pour la garde de Jake pendant la transition. La maison semblait différente sans eux. Plus calme. Pas vide, exactement. Juste débarrassée de quelque chose qui prenait de la place. L'anniversaire de Jake tombait un jeudi, qui était l'un des jours de garde de Lynette selon l'accord provisoire que Diana avait négocié. Je l'avais les lundis, mercredis et un week-end sur 2. Un arrangement temporaire en attendant le jugement de divorce final, mais que le tribunal avait approuvé. J'aurais pu trouver une raison de passer. C'était son anniversaire. Personne ne l'aurait remis en question. Je ne suis pas allé. Ce n'était pas de la cruauté. Ce n'était pas de l'indifférence. C'était la décision la plus difficile qui soit. Le genre de décision où l'on sait que ce qui semble juste sur le moment n'est pas ce qui est juste à long terme. Diana avait été claire. Se présenter à l'appartement de Lynette sans y être invité un jour de garde, même pour un anniversaire, brouillerait les pistes juridiques. Cela signalerait au tribunal que les limites n'étaient pas respectées. Et en ce moment, les procédures judiciaires étaient la seule chose qui se dressait entre moi et un jugement qui me coûterait bien plus qu'une visite d'anniversaire. Alors, à la place, je suis allé chez mon père. Frank était dans le garage quand je suis arrivé, en train de travailler sur la réparation d'un petit moteur, la tondeuse d'un voisin, quelque chose qu'il faisait de temps en temps juste pour s'occuper. Il a levé les yeux quand il a entendu mon camion. Je me disais bien que tu passerais aujourd'hui, a-t-il dit. Je me suis assis sur le tabouret de l'établi et je l'ai regardé travailler un moment sans rien dire. Le garage sentait l'huile, le métal et la sciure de bois, la même odeur qu'il avait eue toute ma vie. Il y avait quelque chose de rassurant là-dedans. Après quelques minutes, Frank a posé la clé et m'a regardé. Comment tu tiens le coup? C'est son anniversaire, ai-je dit. Je devrais être là. Ouais, a dit Frank simplement. Tu devrais. Et tu n'y es pas. Et c'est à cause des choix qu'elle a fait, pas des choix que tu as fait. Il a repris la clé. Ça ne rend pas les choses plus faciles, mais c'est la vérité. Nous sommes restés dans ce garage pendant 2 heures. Il a fini la tondeuse.
Je l'ai aidé à réorganiser le mur d'outils, quelque chose que nous devions faire depuis des mois. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Nous n'en avions pas besoin. En rentrant chez moi, je me suis arrêté dans un magasin de jouets et j'ai acheté à Jake un train en bois, du genre avec les connecteurs magnétiques et les petits pompins. Je l'ai ramené à la maison et je l'ai mis dans le placard de la deuxième chambre, pour mercredi, quand il serait de retour avec moi. Ce soir-là, mon téléphone a sonné à 21h47. Numéro inconnu. J'ai répondu. C'était Lynette. Elle avait pleuré. Je pouvais l'entendre dès la première syllabe. Sa voix était tendue et petite d'une manière que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Patrick, dit-elle, J'avais juste besoin de dire quelque chose. Je me suis assis sur le bord du lit. Je t'écoute. Il a 3 ans, a-t-elle dit. Il a soufflé ses bougies et il a demandé où tu étais et je ne savais pas quoi lui dire. Une expiration tremblante. Je lui ai dit que tu le verrais bientôt. Il a dit d'accord. Et puis il est retourné à son gâteau. Elle s'est arrêtée. Je ne pense pas que je comprenais ce que je faisais. Je ne pense pas que je comprenais ce que j'étais en train de démolir jusqu'à ce que ce soit déjà en morceaux. Je n'ai rien dit pendant un moment. Je t'entends, ai-je dit, finalement. Patrick. Lynette, ai-je dit, je suis content que tu aies appelé. Je suis content que tu aies dit ça, mais c'est 2 semaines trop tard, $30 000 trop tard et un test ADN trop tard. Ma voix est restée calme. Pas dure, juste honnête. J'ai qu'à demander où j'étais. Je serai là mercredi. C'est ce que je peux te donner pour l'instant. Un long silence, puis. D'accord, dit-elle, à peine audible. Bonne nuit, Lynette. J'ai posé le téléphone et je suis resté assis dans le silence de la maison pendant un long moment. Dehors, un vent de novembre soufflait à travers les arbres le long de Sycamore Ridge. À l'intérieur, c'était calme. J'ai pensé à Jake à une table d'anniversaire, demandant où j'étais, et je me suis permis de ressentir chaque parcelle de cela. La date du tribunal était fixée au 2e jeudi de décembre. Diana avait passé les 3 semaines précédentes à se préparer avec le genre de précision ciblée qui me rappelait les meilleurs chefs de projet avec lesquels j'avais travaillé au fil des ans. Des gens qui pensaient avec 10 coups d'avance, anticipaient chaque objection et entraient dans une pièce en sachant plus que tout le monde. Je lui faisais entièrement confiance. Cette confiance avait été méritée. Le matin de l'audience, j'ai mis mon beau costume gris anthracite, celui que je portais pour les présentations d'étapes de projet et les réunions de préconstruction avec les inspecteurs de la ville. Je n'allais pas entrer dans cette salle d'audience avec l'air d'un homme abattu. Je me suis rasé, j'ai fait du café et je suis allé au centre-ville de Nashville dans le calme concentré que j'utilisais pour me préparer avant les journées difficiles sur le chantier. Lynette était déjà là quand je suis arrivé, assise avec son avocat, un homme nommé Garrett, la quarantaine, le genre d'avocat qui compensait un dossier faible par une voix forte. Lynette était habillée avec soin. Ses yeux ont croisé les miens à travers la pièce une seconde, puis ont baissé. Je me suis assis à côté de Diana et elle s'est penchée et a dit doucement, « Nous sommes en bonne position. Laissez-moi parler. » J'ai hoché la tête. C'était le plan. Garrett a commencé avec la position de Lynette, qu'elle avait droit à une distribution équitable des biens matrimoniaux, qu'elle avait été la principale dispensatrice de soins pour les 2 enfants pendant le mariage, et que la contestation de paternité était punitive et sans fondement. Il était habile. Je dois le lui accorder. Diana l'a démonté pièce par pièce. Elle a présenté le contrat de mariage, signé et notarié, pleinement applicable en vertu de la loi du Tennessee. Elle a présenté l'acte de propriété, uniquement à mon nom depuis le refinancement de 2020. Elle a présenté les relevés bancaires, $8 400 de retrait d'espèces sur 14 mois. Elle a présenté la découverte du compte secondaire au nom de jeune fille de Lynette, $23 000 transférés à un tiers sur 8 mois. Elle a présenté les reçus d'hôtel. Elle a présenté le rapport de l'enquêteur. Puis elle a présenté les résultats ADN. La juge, une femme à la fin de la cinquantaine, lunettes de lecture sur le nez, qui ne laissait absolument rien paraître dans son expression, a examiné chaque document à tour de rôle. Garrett a objecté 3 fois. La juge n'en a retenu aucune. Sur la question de la paternité, la juge a noté que le code du Tennessee permettait de réfuter la présomption de paternité avec des preuves claires et convaincantes. Les résultats ADN, a-t-elle dit, constituaient exactement cela.
Le père biologique officiel devait être corrigé pour refléter les véritables conclusions. Ma paternité légale était formellement dissoute. Sur la question des biens, la juge a examiné le contrat de mariage, l'a jugé applicable et a statué en conséquence. La maison restait mienne. Mes économies personnelles restaient miennes. Le compte joint marital ou ce qu'il en restait après les retraits d'espèces et les transferts non autorisés devait être partagé. Mais étant donné la dissipation documentée, la part de Lynette a été réduite proportionnellement. Gareth a fait une dernière tentative pour obtenir une pension alimentaire. La juge l'a regardée par-dessus ses lunettes de lecture et a dit qu'elle n'était pas encline à accorder une pension à une partie qui avait manifestement dissipé les biens matrimoniaux. Elle a donné à Lynette 30 jours pour vider tous ses biens personnels restants de la maison. C'était fini en 2h14. Diana a rassemblé ses dossiers et a dit sans cérémonie, ça s'est aussi bien passé que possible. Elle m'a serré la main. Vous avez été patient et vous étiez préparé. C'est ce qui a fait gagner. Je suis sorti du palais de justice dans un après-midi froid de décembre. Le ciel était d'un bleu clair et vif que l'on ne voit qu'en hiver. Je suis resté sur les marches un moment et j'ai respiré. Je ne me sentais pas triomphant. Je n'avais pas envie de faire la fête. Ce que je ressentais, c'était une sensation de propreté, comme un chantier de construction après que la dernière inspection a été passée et que les papiers ont été signés, et que l'on peut enfin passer à la phase suivante. J'ai appelé Brody depuis le parking. C'est fait, lui ai-je dit. Une pause. Comment ça s'est passé? Comme c'était censé se passer, ai-je dit. La maison est à moi. Le jugement sur la paternité a été en notre faveur. Diana a été exceptionnelle. Papa, a-t-il dit, puis il n'a rien dit d'autre pendant un moment. Juste ce mot avec tout ce qu'il contenait. Bien, a-t-il finalement dit. C'est vraiment bien. Comment se passent tes partiels, ai-je demandé. Il a ri. Un rire surpris et sincère. Le genre qui vient quand quelqu'un pose une question tout à fait normale au milieu d'un moment anormal. Il m'en reste 2, a-t-il dit. Analyse structurelle et thermodynamique. Appelle-moi après la thermodynamique, ai-je dit. On dînera ensemble quand tu seras à la maison pour Noël. Marché conclu, a-t-il dit. Je suis rentré chez moi, j'ai enlevé le costume gris anthracite et je suis allé au garage. J'ai passé 2 heures à organiser mes outils, à tout décrocher du mur, à nettoyer chaque pièce, à la raccrocher à sa juste place. C'était quelque chose que je faisais quand j'avais besoin de sentir l'ordre sous mes mains. Quand je suis rentré à l'intérieur, la maison était calme et entièrement à moi. Brody est rentré pour les vacances de Noël un samedi soir, au volant du pick-up d'occasion qu'il avait acheté l'été précédent avec l'argent qu'il avait gagné en travaillant dans une équipe de charpenterie. Il s'est garé dans l'allée, est sorti, et nous nous sommes serrés la main puis nous nous sommes étreints. Le genre d'étreinte solide et bref que se donnent les hommes qui n'ont pas besoin de mettre en scène leur affection. Il avait l'air bien, plus grand en quelque sorte, ou peut-être juste plus droit. L'université lui allait bien. Nous avons passé Noël tranquillement, juste tous les deux, avec Franck qui est monté de la banlieue de Clarksville pour nous rejoindre pour le dîner de Noël. Mon père a mangé 2 portions du rôti de bœuf que j'avais préparé, a complimenté la sauce 2 fois et a dit à Brody qu'étudier l'ingénierie était la 2e meilleure décision qu'un homme pouvait prendre. Quand Brody a demandé quelle était la première, Franck a répondu, connaître son propre esprit. Puis il a bu son café et n'a pas élaboré, car Franck ne le faisait jamais. Pendant les jours qui ont suivi Noël, Brody et moi sommes partis vers l'est, dans les Smokies. Nous parlions de faire une randonnée hivernale depuis quelques années et nous n'avions jamais trouvé le temps. Maintenant, nous avions le temps et la raison. J'ai chargé le camion la veille au soir, tente, sac de couchage prévu pour des températures jusqu'à -10 degrés Celsius, matériel de cuisine, 2 jours de nourriture. Nous sommes partis à 5 heures du matin avec des thermos de café et le chauffage du camion à fond. Nous avons atteint le début du sentier de Gregory Bald avant 9 heures et avons commencé l'ascension. Le sentier était calme en hiver. Pas de foule, pas de randonneurs d'un jour, juste le froid, les arbres nus et le son de nos bottes sur le sol gelé. La montée était progressive au début, puis régulière, et nous sommes tombés dans ce rythme de randonnée où la conversation devient naturelle parce qu'on regarde tous les deux devant soi et qu'il n'y a pas de pression. Nous avons parlé des cours de Brody, du professeur de génie des structures qu'il respectait et de celui qu'il n'aimait pas. Nous avons parlé de l'équipe de charpenterie avec laquelle il avait travaillé l'été.
Des gars 2 fois plus âgés que lui qui lui avaient appris plus en 3 mois qu'il ne l'avait prévu. Nous avons parlé de ce qu'il voulait faire après son diplôme. Nous n'avons pas parlé de Linette, pas directement, non pas parce que c'était un sujet tabou, mais parce qu'il n'y avait plus rien à en dire qui n'ait déjà été dit. Ce chapitre était clos. Les pages étaient sèches. Nous avons installé le camp juste en dessous du sommet, en début d'après-midi, dans un endroit abrité avec une vue dégagée vers l'ouest. La température baissait et le ciel avait pris cette couleur de chasseur profond qui signifiait que le temps changeait. Nous avons monté la tente rapidement et avons fait un feu dans le cercle de pierre avec du bois mort que nous avons ramassé le long de la lisière de la clairière. Ce soir-là, nous nous sommes assis près du feu avec des tasses de café chaud, l'obscurité pressant sur les bords de la lumière du feu, et Brody a dit, de nulle part, « Je suis fier de toi, papa. » Je l'ai regardé à travers le feu. « Je le pense, » a-t-il dit. « La façon dont tu as tout géré. Tu ne t'es pas effondré. Tu n'as rien fait de stupide. Tu as juste. Tu as géré. » J'ai réfléchi à ça un moment. Aux nuits à la table de la cuisine, au bureau de Diana, au palais de justice, à l'appel à Delroy, à l'anniversaire de Jake et au train en bois dans le placard, que je lui avais donné lors de la première visite du mercredi après l'audience. En le regardant s'asseoir par terre et connecter les pièces avec une concentration absorbée. J'avais de bonnes personnes de mon côté, ai-je dit. Toi, Frank, Diana. Ouais, a dit Brody. Mais c'est quand même toi qui as dû le porter. Nous sommes restés avec cette pensée un moment. Le feu a crépité et s'est déplacé. Une chouette a ululé quelque part dans les arbres sombres au-dessus de nous. Qu'est-ce qui se passe maintenant, a demandé Brody. On construit quelque chose de nouveau, ai-je dit. C'est ce qu'on fait après qu'un chantier a été nettoyé. On construit quelque chose de nouveau dessus. Il a hoché la tête lentement, regardant dans le feu. Puis il a dit, j'aime bien ça. Nous nous sommes couchés vers 22 heures. Allongé dans mon sac de couchage, j'écoutais le vent passer sur la crête au-dessus de nous et je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas le bonheur exactement, pas encore, mais son prédécesseur solide et fiable. Le sentiment que le sol sous vos pieds est stable et réel, et que vous savez exactement sur quoi vous vous tenez. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés avec 5 cm de neige sur la toile de la tente et un ciel devenu propre et blanc. Nous avons préparé du porridge sur le réchaud de camping et l'avons mangé debout, regardant la crête se dessiner à mesure que la lumière grandissait. Brody a regardé et a dit, pas mal. Pas mal du tout. J'étais d'accord. Nous avons démonté le camp, avons mis nos sacs sur nos épaules et avons commencé à redescendre la montagne. Père et fils, 2 hommes qui savaient où ils en étaient l'un avec l'autre, avançant dans une matinée froide et lumineuse avec tout le sentier devant eux.